l'enregistrement. Hop, normalement, c'est lancé. J'espère. Alors, merci pour les attentes. Ça va me permettre d'orienter aussi un petit peu le discours. Donc, on va commencer par parler du Lean sur la première partie de cette présentation. Alors, là encore, j'essaye d'animer la session en utilisant cet outil visuel. Je vais commencer par vous poser une question. Par rapport au Lean, d'une manière générale, vous en êtes où? Est-ce que vous en avez jamais entendu parler? Déjà entendu parler? Vous avez des bases? Vous connaissez? Vous êtes un expert? Donc, vous voyez en fait sur l'écran un certain nombre de post-it avec des niveaux. Je vais vous demander vous pouvez double-cliquer sur le post-it du niveau qui vous correspond et vous avez un petit cœur en fait qui apparaît. Du coup, vous likez le post-it et moi, ça va me permettre de voir un petit peu, voilà, au niveau des participants, si où vous en êtes. Ok, donc je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont des bases, qui en ont déjà entendu parler. Okay. Donc moi, Michel, je vois, mais je ne peux pas agir. Tu ne peux pas agir? Je ne sais pas pour quelle raison. Mais bon, ce n'est pas stratégique. Hein. Je vois que finalement, je serai plutôt dans le niveau 1 et donc je suis représenté. La question a déjà été posée. Ok. Bon. Je vais repasser sur la présentation. Est-ce que vous voyez bien sur Zoom une diapo noire avec juste marqué Lean? Tout à fait. Absolument. Oui. D'accord. Je vous propose de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le Lean? Donc, Lean, c'est d'abord un mot anglais qui a une signification. Donc, ça veut dire frugal, maigre, sans gras, dégraissé. C'est quelque chose de très... Enfin, ça sous-entend en fait quelque chose de frugal, et c'est associé en fait en termes de gestion de la production à la notion d'optimisation. Donc donc ça c'est le sens du mot Lean, mais nous ce qui nous intéresse c'est sa signification en tant que système de gestion de la production. Et donc pour bien expliquer ce que c'est que le Lean, il va falloir remonter un petit peu en arrière et voir d'où ça vient. Donc, la source du Lean, c'est ce qu'on appelle le SPT, le système de production Toyota, ou TPS en anglais, Toyota Production System. Donc, il y a un système qui a été chez Toyota juste après la Seconde Guerre mondiale pour la gestion de la production de ces usines. Donc, on est dans un contexte où le Japon a perdu la guerre. Les ressources sont rares, les ressources matérielles, mais aussi les ressources humaines, étant donné que la guerre a fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Et dans ce contexte-là, Toyota essaye de produire des voitures. Et il faut voir qu'ils sont en concurrence à ce moment-là avec Ford, General Motors, les géants américains qui se lancent au même moment et avec dans un contexte en termes de ressources beaucoup plus favorable. Donc, ils vont mettre en place un système dont l'objectif est de rechercher de l'optimisation, que chaque ressource soit utilisée, et comme chaque ressource est précieuse, il faut qu'elle soit utilisée au maximum, éviter tout gaspillage et se focaliser sur la qualité. C'est une stratégie, ils ont décidé de cette stratégie-là, pas se différencier sur la quantité de voitures qu'ils allaient produire, mais sur la qualité. Donc ça, c'est l'origine en fait du système de production Toyota. Et au début, ça restait en fait chez Toyota, mais il y a eu en fait
une joint venture, enfin une collaboration entre Toyota et General Motors et un ingénieur qui travaillait là-bas, John Kraftschick, je ne suis pas sûre du tout de la prononciation, est intégré à cette usine-là. À la base, c'est un Américain et il va observer, il va s'inspirer en fait des méthodes de Toyota et publier un article en 1988 qui s'intitule Triumph of the Lean Production System, le triomphe du système de production Lean. Et là, c'est la première fois qu'on voit apparaître le mot Lean. Donc, c'est quelque chose qui vient de chez Toyota. Toyota ne l'a pas appelé Lean, en fait, au départ, et qui a été repris par ce système d'inspiration en Amérique. Et c'est là qu'est né le mot Lean. Donc, et c'est aux États-Unis que le Lean va se formaliser petit à petit avec un certain nombre de publications pendant les années 90. Le livre un petit peu fondateur qu'on cite souvent sur le Lean, et je vous encourage à lire, est vraiment super intéressant, ça s'appelle Lean Thinking, et il a été publié en 96. Donc, cette petite histoire, rappeler un petit peu cette histoire, nous rappelle que les origines du Lean, et des origines qui sont vraiment sur de la gestion de production dans un contexte de ressources rares. Je pense que c'est important pour bien comprendre en fait la philosophie. Donc les objectifs du Lean, ça va être la recherche de performance, l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages. Donc en japonais, les gaspillages, j'appelle ça muda, et il y a 7 muda à chercher à réduire au maximum, la surproduction, les temps d'attente entre chaque étape de production, les transports, les étapes inutiles, les stocks qui sont liés à la surproduction bien sûr, les mouvements inutiles et tout ce qui est correction qui va amener en fait à une recherche de qualité intrinsèque importante. Donc ça, on rentre vraiment dans le cœur du Lean et les grands principes du Lean. Vous allez voir que dans la présentation et enfin, dans la définition du Lean, on est beaucoup au stade de principe. Il n'y a pas en fait une méthode Lean qui va nous définir des process précis, des rôles. Je veux dire, il faut utiliser tel outil. Le Lean, c'est un certain nombre de principes. Et ensuite, il y a plein de méthodes et plein d'outils qu'on peut utiliser pour essayer d'avancer le plus proche possible de ces principes-là. Donc ça, c'est l'objectif principal du Lean. Il y a 2 concepts principaux, ensuite, qui découlent de ces objectifs. Le concept du juste à temps. Donc, en Lean, on a vu qu'on ne veut pas de surproduction, on ne veut pas de stock. Et donc, l'idée, c'est de produire en flux continu au moment où on a besoin. D'anticiper, enfin, il faut anticiper, mais d'éviter les engorgements en fait dans un flux de production. Le concept de flux tiré, je vais passer sur la slide d'après juste pour vous expliquer ce concept-là. Ça va avec le flux continu et le juste à temps. Le flux tiré s'oppose au flux poussé. Là, vous avez un schéma qui vous représente un poste de travail 1, poste de travail 2, poste de travail 3 et 4, etc. Dans un flux poussé, le poste de travail 1 produit des items, les passe au poste de travail 2, qui, une fois qu'il a fini son travail, les passe au poste de travail 3, etc. Le problème de ce genre de système, c'est que si, par exemple, le poste de travail 2, à un moment donné, a une baisse de régime, une baisse de capacité de production, pour quelque raison que ce soit, le poste de travail 1, lui, continue à produire et on va avoir un engorgement, on va avoir du stock, en fait, entre les 2 postes de travail. Donc ça, c'est l'inconvénient du flux poussé. En flux tiré, donc vous avez exactement le même schéma avec poste de travail 1, 2, 3, 4, etc. Sauf que les items sont tirés depuis la fin de la chaîne. C'est-à-dire que quand, par exemple, poste de travail 4 a terminé ce qu'il a à faire ou juge que son stock est suffisamment bas pour prendre de nouveaux items, alors il va prendre un item dans le poste de travail 3.
Quand poste de travail 3 a terminé ou juge qu'il a suffisamment de bande passante pour prendre un nouvel item, il va prendre l'item dans le poste de travail 2, etc. Donc, au lieu d'avoir un flux poussé du début vers la fin, on a un flux tiré de la fin vers le premier poste. Du coup, ce système-là, en fait, évite les engorgements et fait que, en fait, un item va commencer à être produit qu'à partir du moment où il a la place d'aller jusqu'au bout et où il y a une demande, en fait, au bout de la chaîne de production. Donc ça, c'est le concept de flux tiré qui est un peu par rapport aux méthodes de management de projet classiques où on enchaîne les phases dans l'ordre logique chronologique. n'est pas forcément toujours intuitif en fait pour les équipes à comprendre. Donc je reviens sur les deux concepts principaux. Donc le flux tiré, très important pour le juste à temps. Il y a le concept de takt time. Takt time, c'est si tout se passe bien, la durée idéale de production à partir du moment où on commence jusqu'à on commence un nouvel objet, là, une nouvelle voiture si c'est Toyota, jusqu'au moment où on l'a complètement terminé. On peut mesurer en fait, calculer le temps optimal, idéal, et ensuite voir en fait si on s'en éloigne un peu, beaucoup, et s'il y a des anomalies de ce point de vue-là, essayer de se poser la question de pourquoi. Le Heijunka en japonais, donc le lissage, l'idée c'est que ce flux de production, un peu comme un robinet qui coule, il soit régulier. On n'est pas en fait des gros coups de bourre où à un moment donné on n'a presque plus rien, puis d'un seul coup beaucoup. Non, on va essayer de lisser la production pour essayer d'avoir quelque chose de régulier qu'on puisse mesurer et optimiser. Ce n'est pas non plus une production à la demande, parce que si je faisais en fait une production complètement à la demande, je ne paralyserais aucune tâche et j'aurais des problématiques sur les chaînes de production, par exemple, de temps de changement d'outil si la chaîne est modifiée entre deux demandes. Dans toute cette démarche, il est important que quand on réfléchit à l'optimisation d'un flux de production, on est tous les acteurs, pas uniquement les acteurs de la production, mais aussi les acteurs de la logistique, c'est-à-dire que l'approvisionnement en pièces, toute la logistique qui est autour fait partie du process global et est intégrée en fait à cette logique-là. Donc ça, c'est le premier concept de juste à temps. Et le deuxième concept qui est le Jidoka, qui est en fait l'automatisation. Et en ligne, on parle d'automatisation à visage humain. L'idée, c'est de séparer l'homme de la machine. Et en fait, je prends souvent comme exemple l'histoire d'une machine à laver. Il viendrait à l'idée de personne d'avoir quelqu'un à côté de la machine à laver pour la regarder tourner. Donc, l'idée, c'est que les machines en fait, puissent être le plus possible autonomes, et y compris dans la détection de défects, et que l'intervention de l'homme soit bien sur des tâches à part, et notamment en cas de défect, en cas de problème. Chaque problème arrête la chaîne. C'est-à-dire que dans cette philosophie-là, à un instant T, minimiser les défects, l'effort de minimisation des défects est plus important que l'effort de production. Si j'ai un problème, la chaîne s'arrête. Dans les usines de Toyota, c'est un concept qu'ils appellent hand-on, c'est-à-dire que vous avez les différents postes qui s'enchaînent. Si à un moment donné, un poste rencontre un problème, donc ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi qu'ils ont, dans ce système de flux tiré, ils n'ont plus d'items à prendre, ou alors qu'ils en ont trop. Donc tout type de problème, chaque poste a un bouton rouge qui permet d'arrêter l'ensemble de la chaîne. À ce moment-là, les responsables de chaque poste se retrouvent pour essayer d'analyser ce qui s'est passé et voir si c'est une exception. Si c'est une exception, il n'y a pas forcément lieu de faire quelque chose, mais si c'est quelque chose qui se répète, il y a en fait une amélioration à trouver au process. Donc, à un instant T, c'est plus important de minimiser les défects que de produire. La qualité est plus importante que la quantité. Donc, c'est une philosophie de recherche systématique des causes, de mise en place de mesures préventives et d'amélioration continue. Donc,
en général, souvent, on représente le lean sous forme les principes du lean, de manière générale, sous forme de maison. On parle de la House of Lean. Là, c'est la représentation. Il y a plusieurs versions. Là, j'ai mis celle qui me semblait être la plus proche de ce qui a été publié par Toyota, en fait. Donc, vous verrez quelques adaptations en fait de ce schéma-là, mais là on est vraiment très proche de ce qui a été publié par Toyota à l'origine. Donc vous retrouvez en fait sur le toit de la maison un triangle, triangle de management de projet assez classique en fait, avec les trois axes, les coûts, les délais et la qualité. Ces trois axes sont liés. Si je tire sur l'un, ça a un impact sur les autres. Si je veux aller plus vite, ça me coûtera plus cher. Ça aura peut-être un impact sur la qualité. Les trois sont liés. Donc c'est pour ça qu'ils sont représentés en triangle. Ensuite, vous avez les deux piliers dont on a parlé, le juste à temps et le Jidoka, et l'automatisation, avec les principes, donc le juste à temps, le Jidoka, le lissage de la production, la standardisation qui permet l'amélioration continue. Sur la base de la maison, vous avez deux méthodes particulières qui s'appellent 5S, Kaizen. Kaizen, ça veut tout simplement dire, c'est l'amélioration continue. Et l'idée, c'est que cette amélioration continue soit sous-tendue par de la stabilité, de la standardisation, tant au niveau des process que des équipes, parce que si vous changez les équipes en permanence, forcément, vous n'arrivez pas à stabiliser votre amélioration continue, ou à capitaliser dans le temps. Sur la House of Lean. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous ai simplement présenté un peu l'histoire, la philosophie du Lean et quelques grands principes. Et au final, en fait, le Lean, c'est ça. Après, il y a plein d'exemples de méthodes et d'outils qui sous-tendent le Lean et qui permettent d'essayer d'atteindre ça. La méthode qui m'est venue la première à l'esprit et qui est celle sur laquelle j'ai le plus d'expérience, donc c'est la méthode Kanban. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça vient de la photo qui est sur la slide en haut à droite. C'est une photo d'une usine Toyota. C'est un très vieux Kanban. Kanban, ça veut dire, c'est la carte en fait. En japonais, c'est la carte en carton, Kanban. Donc, c'est des tableaux où je peux visualiser la chaîne de production, le flux de production, avec les colonnes qui représentent les différents postes et dans chaque colonne, les cartes qui représentent le travail en cours. Et donc, comme ça, on peut voir où en est l'ensemble de la chaîne à n'importe quel instant, où est-ce qu'il y a des risques d'engorgement, etc. Donc ça, c'est le premier principe fondamental de Kanban, c'est de visualiser le flux de production. Et ensuite, comment c'est pas ça tout seul, comment ça va aussi avec beaucoup de mesures. À partir de là, on va faire des métriques qui vont nous permettre d'essayer d'optimiser tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute une formation sur Kanban, simplement les 6 pratiques centrales de Kanban. Donc la première, et les deux premières, je les ai citées, visualiser le flux, mesurer et optimiser le flux, limiter le travail en cours. Bah oui, forcément, si je veux lisser mon flux, si je ne veux pas qu'il y ait d'engorgement, il ne faut pas que j'ai une étape en fait, du flux où il y a une cinquantaine de cartes qui s'entassent. Et donc pour ça, je vais l'équipe va s'auto-imposer des limites. Dans un instant T, peut-être que le poste 3 dit bon, bah, moi, ma capacité de production optimale, c'est 4 items en parallèle. Donc, ma limite est de 4. Et ça permet donc le flux tiré, c'est-à-dire que je prends quand je sais que j'ai de la place. Donc, limiter le travail en cours, mesurer, optimiser le flux. Pardon, je suis passée trop vite. Quatrième pratique de base, rendre les règles explicites. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui me permettent de passer d'un item d'un poste à l'autre, par exemple. Il faut les dire, les noter, les expliciter. Toute règle implicite, en fait, n'est pas due par l'équipe. Et les deux pratiques suivantes
C'est ça qui, pour moi, font que Kanban est une méthode agile. L'agilité, c'est différent du Lean. L'agilité n'a pas le même objectif que le Lean, mais il y a une intersection qui est quand même vraiment non nulle. Typiquement, le principe 5, implémenter des boucles de feedback, c'est-à-dire livrer au fur et à mesure, avoir un avis des clients et essayer de s'améliorer au fur et à mesure. On est à l'intersection du Lean et de l'agilité. Et l'amélioration continue. Donc, on en a parlé dans les principes fondateurs du Lean, le Kaizen. C'est vraiment aussi quelque chose qui est complètement à l'intersection entre le Lean et l'agilité. Je fais une petite parenthèse, parce que ça faisait partie des attentes de positionner les uns par rapport aux autres. Moi, je me les représente vraiment comme deux cercles avec une très grosse intersection. Mais pour moi, la différence fondamentale vient de l'objectif principal. On a vu que l'objectif du Lean… Allô? Allô, allô? Oui, oui. Oui, pardon. J'ai eu un bruit très bizarre dans le casque. C'est bon. Donc, on a vu que l'objectif principal du Lean était de gérer un système de production et d'optimiser un système de production. L'objectif principal de l'agilité, c'est d'avancer dans un monde incertain où on n'est pas capable en fait de prévoir l'avenir, mais donc on va apprendre en marchant. Et finalement, l'agilité est vraiment adaptée à la construction de nouveaux produits parce que on ne sait pas à coup sûr de quoi l'avenir sera fait et quel est le produit idéal pour l'utilisateur, mais on se propose de commencer à faire et de le découvrir ensemble. Donc, vraiment, au niveau des méthodes et des outils, vous allez avoir une intersection très importante. Typiquement, Kanban, moi, je le considère vraiment comme une méthode de l'agilité aussi. Mais les objectifs finaux des deux philosophies sont un petit peu différents, mais pas opposés. On peut chercher les deux. Voilà. Ça, c'est pour vous parler un petit peu de Kanban, qui est une méthode du Lean et de l'agilité. Il y a un autre exemple d'outil qui est très utile quand on essaye de mettre en place une démarche Lean. C'est un outil qu'on appelle le Value Stream Mapping. Donc là, ce n'est pas vraiment une méthode dans le sens où ça va définir un process, mais c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser à un instant T pour modéliser un flux de production. Donc, il y a vraiment toute une technique derrière ça qui va permettre de modéliser le flux matériel et le flux d'informations. Entre chaque process, on va se poser des questions de mesure combien de temps chaque item passe sur chaque process, combien de stock j'ai entre chaque process, combien de temps je passe en stock, etc. Et toute cette technique-là va nous permettre de sortir donc, une échelle de temps, voir où sont les pistes d'amélioration. Voilà, donc là, deux objectifs au Value Stream Mapping, c'est déjà mieux voir la réalité, pas avec des chiffres tels qu'on les imagine ou des prévisions, mais des chiffres qui ont été mesurés sur le terrain. Et ensuite, à partir de là, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut améliorer en priorité. Et alors, il y en a quelques autres quand même, mais j'ai un dernier outil du Lean que je voulais vous présenter. Donc, il apparaissait d'ailleurs dans la représentation de la House of Lean que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un outil qui s'appelle les 5 S. Donc, en fait, c'est un outil pour organiser, optimiser l'espace de travail. C'est applicable sur son bureau, c'est applicable sur une chaîne de production, c'est applicable chez vous à la maison. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Donc, les 5 S, c'est les 5 S japonais, Seri, Seton, Senso, Seikutsu et Shitsuke. En français, en fait, il y a une traduction française des 5 S qui s'appelle ordre, pour ordonner, ranger, dépoussiérer, rendre évident et être rigoureux. Donc, le premier S, qui en français correspond à ordonner, c'est supprimer l'inutile, alléger l'espace de travail en hiérarchisant le matériel. Donc là, il y a un certain nombre de règles qui existent. Typiquement, je vais vous les citer. Tout ce qui n'a pas
Tout ce qui n'a pas servi depuis 1 an est jeté ou recyclé. Tout ce qui sert moins d'1 fois par mois est remisé à l'écart. Tout ce qui sert moins d'1 fois par semaine est remisé à proximité. Tout ce qui sert moins d'1 fois par jour est sur le poste de travail. Tout ce qui sert moins d'1 fois par heure est au poste de travail directement à portée de main. Et tout ce qui sert au moins 1 fois par heure est directement sur la personne. Donc, bien sûr, là, c'est des règles assez dogmatiques. Mais l'idée étant vraiment de rechercher l'optimisation du temps, l'optimisation pour trouver les outils, l'optimisation de la bande passante intellectuelle aussi, pour ne pas être toujours en train de chercher des choses, etc. Donc, c'est un autre outil que je voulais vous présenter parce que du coup, il est complètement différent des autres, mais ça montre en fait un petit peu aussi la variété des outils du Lean. Là, j'ai présenté que le premier S, le série, supprimer l'inutile. C'est vraiment le tout premier à mettre en œuvre. Ensuite, Seiton, c'est situer les choses, ranger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Seiso, il s'agit de dépoussiérer en français, travailler sur la propreté des lieux. Seikutsu, standardiser les règles, tout ça pour éviter les régressions. Et Shitsuke, c'est être rigoureux. Là, on est vraiment au stade de l'autodiscipline de chacun. Voilà, donc ça, c'est les 5. Donc, ça, c'était le Lean d'une manière générale hein, au niveau des principes de gestion de la production. À partir de là, on a commencé à parler de Lean Management. Alors, le Lean Management, c'est vraiment, moi je le vois comme un dérivé du Lean. Quelles seraient les caractéristiques du management dans une entreprise qui appliquerait les principes du Lean pour sa production? Je pense qu'on peut le formuler comme ça. Et il va avoir les mêmes objectifs au point de vue management que le Lean a ses objectifs au niveau de la production. Donc, on va chercher à organiser le travail pour éviter les gaspillages. On retrouve la notion de Muda. 2 autres notions qui sont Muda, donc c'est les gaspillages qu'on a cités tout à l'heure, les choses qui sont sans valeur, le stockage, les temps de transport, etc. On a aussi la notion de Muri, l'excès, la surcharge de travail. Donc le Lean Management va essayer aussi d'éviter la surcharge de travail. On retrouve la notion de lisser. De lisser dans le temps et d'éviter en fait en gros les coups de bourre. Le Mura, on va essayer d'éviter la variabilité, l'irrégularité, donc toujours cette notion de lissage du travail et de la production. Le tout exactement comme le Lean, fondé sur l'amélioration continue, donc le Kaizen, et la résolution de problèmes. Alors dans le Lean Management, on insiste beaucoup sur le fait que la résolution des problèmes se fait sur le terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème qui a lieu dans un atelier et un manager qui va travailler sur la résolution de problèmes dans son bureau. La résolution de problèmes, le Lean insiste sur le fait que la résolution de problèmes ne peut se faire que sur le terrain, là où le problème a eu lieu avec les personnes qui ont été confrontées. Donc, dans les livres fondateurs du Lean Management, donc vous avez une publication, j'ai mis la couverture là sur la slide, qui s'appelle The Toyota Way, 14 Management Principles, donc, qui décrit en fait qui décrit le Lean Management à l'aide de 14 principes. Donc, le premier principe, c'est une philosophie sur le long terme. Et là, c'est quelque chose qui peut nous faire réagir, parce que c'est vrai que je pense qu'on a du mal à l'appliquer dans nos entreprises. Donc, le premier, c'est penser sur le long terme, fonder vos décisions sur une philosophie à long terme, même au détriment des objectifs financiers à court terme. C'est vraiment explicite, même au détriment des objectifs financiers à court terme. Ensuite, on a toute une catégorie de 2 à 8 de principes du Lean Management qui ont lié au processus, puisque le Lean Management
est persuadé, nous persuade que les bons processus donneront les bons résultats. Il n'y a pas que ça qui permette de donner des bons résultats, mais avec des mauvais processus, on va avoir du mal. Donc, le premier, c'est la fluidité. Organiser le processus en flux pièce à pièce pour mettre à jour les problèmes. Donc ça, j'en ai parlé et c'est assez explicite avec un board Kanban, par exemple. On voit tout de suite où sont les engorgements. Les flux tirés, donc vous voyez, on retrouve exactement les mêmes principes que sur le Lean. La production constante et lissée, l'automatisation à visage humain, créer une culture de résolution immédiate du problème et de qualité au premier coup, c'est-à-dire qu'on a fait des résolutions de problèmes, on a identifié les mesures préventives et on a standardisé, ce qui nous permet d'essayer de viser, alors ça reste un objectif, hein, c'est pas forcément une vision, pas forcément facile à atteindre, mais viser la qualité du premier coup. La standardisation qui permet de stabiliser tout ça. Le 7e, je l'ai mis d'une couleur différente parce qu'on va en parler vraiment juste après avec le management visuel, les contrôles visuels. Utiliser le visuel pour qu'aucun problème ne reste caché. On est là dans une très forte logique de transparence. Technologie et méthodes fiables. Utiliser uniquement les technologies fiables, longuement éprouvées. Donc c'est des principes qui vont chercher à innover sur leur domaine, mais pas forcément avec les technologies qu'ils utilisent. Ensuite, les principes 9, 10, 11 donc, concernent plus le management au sens management des personnes. Donc, le principe 9, cultiver des leaders, former des responsables qui connaissent parfaitement le travail, vivent la philosophie et l'enseignent aux autres. L'idée, c'est on ne peut pas être leader sur un domaine qu'on n'a jamais expérimenté et vécu. Ça, c'est une des croyances du Lean Management. Donc, il faut dans les entreprises qui appliquent le Lean Management, identifier les personnes qui connaissent, qui font, qui ont naturellement un rôle de leader et les former en tant que responsables. Et c'est des personnes qui connaissent le travail et qui le vivent. Quand ils disent vivent la philosophie, c'est aussi un peu plus que, c'est pas juste connaître la technique, c'est vivre la philosophie telle que l'entreprise en fait la définit, philosophie du Lean. Faire monter en compétence des personnes de qualité, former les individus et les équipes exceptionnelles qui appliquent la philosophie de notre entreprise. Donc on est dans la même veine. Respecter et motiver ses partenaires parce que ça mérite d'être étendu, c'est-à-dire que ça doit aussi s'étendre aux personnes avec lesquelles on travaille. Donc, respectez votre réseau de partenaires et de fournisseurs en les encourageant et en les aidant à progresser. Et le dernier petit package de principes 12, 13, 14 donc, est autour de l'amélioration continue et de la résolution de problèmes. Donc, comme je vous le disais, sur la résolution de problèmes, toujours aller sur le terrain pour bien comprendre la situation. Il y a même un nom japonais pour ça, parce que c'est quelque chose sur lequel ils insistent, comme je vous le dis, vraiment beaucoup. Genshin Genbutsu. Systématiquement, aller sur le terrain, quel que soit le problème, à partir du moment où on essaye de le résoudre. Prendre des décisions en consensus, ça prend énormément de temps. Décider en prenant le temps nécessaire et en examinant en détail toutes les options. Là, j'ajouterais en fait, plus par expérience d'accompagnement, alors je me permets juste une petite astérix dans les principes du Lean Management, c'est qu'il faut avant tout aussi se mettre d'accord de comment les décisions sont prises. Ça peut paraître un peu méta, mais ça permet de gagner énormément de temps ensuite sur les décisions en consensus. C'est bien beau de dire on prend une décision en consensus, mais concrètement, quel est le process qu'on applique à chaque fois qu'on doit prendre une décision. En essayant de trouver le bon équilibre entre le débat très long qui permet d'avoir vraiment toute la pensée de chacun et l'efficacité. Et le dernier principe, donc amélioration continue, devenez une entreprise apprenante grâce à la réflexion systématique. Et là, on est dans vraiment en fait exactement dans les mêmes principes que ceux de l'agilité au niveau de tout ce qui est boucle de feedback, amélioration continue, rétrospective. L'idée, c'est de prendre du temps à intervalles réguliers pour observer ce qui s'est passé rétrospectivement,
dans la production, dans nos modes de fonctionnement et essayer de trouver des pistes d'amélioration. Voilà de manière assez synthétique et rapide les principes du Lean Management. Alors, il y a une illustration que j'associe systématiquement à mes présentations sur le Lean, c'est celle-ci. Donc, on voit un rocher qui est tenu par 3 personnes, un manager qui en sort un premier, il n'y a plus que 2 personnes pour tenir le rocher, ça devient dur. Le manager sort encore une personne, il n'y a plus qu'une personne qui tient le rocher écrase la personne et le manager traite la personne d'incompétente. Donc c'est une petite BD qui a été réalisée pour dénoncer en fait les dérives du Lean Management. Quand on parle de système d'organisation de management qui vise à éliminer les gaspillages, les ressources humaines ne sont pas des gaspillages. Donc voilà, ce n'est pas ça. Et je mets cette BD donc systématiquement pour penser à en parler. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le Lean Management. Je vous propose, avant de faire une petite pause, de retourner sur le klaxon, donc l'application qu'on avait tout à l'heure avec les post-it, ou à l'oral, mais de poser vos questions. Moi, je les mettrai en fait de toute façon par post-it sur klaxon pour pouvoir voir celles auxquelles je réponds au fur et à mesure. Est-ce que sur le partage d'écran, vous voyez le tableau blanc partagé? Oui? D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, j'ai une première question. Agilité, échelle, projet Lean égale échelle entreprise. Pour moi, l'un comme l'autre sont applicables à différentes échelles. Et comme je disais tout à l'heure, ils n'ont juste pas exactement la même philosophie. Mais effectivement, dans les frameworks d'agilité à l'échelle, on retrouve plutôt des méthodes taguées agile type Scrum sur des petites équipes. Parce que là, en fait, l'agilité prône l'auto-organisation au niveau des équipes et l'auto-organisation n'est pas possible quand on est trop nombreux. Donc, effectivement, on retrouve en fait des principes d'agilité sur les petites équipes. Et ensuite, quand on parle de départements, de rassembler plusieurs équipes pour contribuer à un même produit, on retrouve dans ces frameworks-là du Kanban et les principes du Lean pour gérer en fait une production à plus grande échelle. Effectivement. De quand date le livre The Toyota Way? Je ne sais pas vous le dire de tête. Je suis désolée. J'ai pas la date en tête. Si quelqu'un veut aller voir sur Google. Avez-vous des exemples de mise en œuvre dans la gestion de projets R&D? Alors, recherche, oui. Parce que, comme je disais, la plus grande partie de mon activité, c'est chez Orange, à Lannion, chez Orange Labs. Et on a des projets de production, surtout de production logicielle, en fait, qui fonctionnent beaucoup avec des méthodes Scrum, etc. Mais ces méthodes-là se heurtent à des modes de fonctionnement différents quand il s'agit de recherche. Et donc, j'ai effectivement accompagné des équipes de recherche pour mettre en œuvre chez eux. Alors, en l'occurrence, j'ai plutôt sélectionné la méthode Kanban. Donc, l'idée, c'est en workshop avec l'équipe, de définir quel est leur flux de production, même si peut-être que la production en recherche, c'est une notion
assez flou, mais enfin, en tout cas sur certaines de nos équipes. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire quelle est la raison d'être de l'équipe, qu'est-ce que vous produisez, il y a toujours quelque chose qui est produit, quels sont vos demandeurs, quelles sont les demandes qui vous sont adressées, et à partir de là, qu'est-ce qu'on considère comme un travail fini, quelle est l'étape qu'il y avait juste avant, quelle est l'étape qu'il y avait juste avant, etc. Et on arrive comme ça, sur une activité de recherche, à identifier un flux avec différentes étapes et à modéliser un petit peu tout ça avec du Kanban. C'est pas de mon expérience en recherche, ce n'est pas des Kanban qui vont beaucoup bouger, c'est-à-dire que comme les temps peuvent être relativement longs, les cartes ne vont pas bouger tous les jours d'une étape à l'autre, mais ça permet aux équipes de mieux visualiser le travail en cours. Le management visuel me paraît un outil agile, proche des entreprises libérées. Est-ce vrai? Je pense que c'est un outil intéressant, voire indispensable pour les entreprises libérées dans la mesure où il apporte de la transparence. Et dans les entreprises libérées, comme le principe est que l'ensemble des personnes soient acteurs des décisions de l'entreprise, on ne peut pas prendre des décisions si on n'a pas un accès complet à l'information. Donc, cette information, il faut la voir. Il faut qu'elle soit transparente. Et pour ça, le management visuel nous aide beaucoup. Après, on peut utiliser le management visuel dans des entreprises tout à fait classiques. Ce n'est pas dédié en fait aux entreprises libérées. Alors moi, je ne suis pas dans une entreprise libérée. Orange n'est pas une entreprise libérée. Je pense que ça se saurait. Mais j'ai la chance d'être dans une équipe chez Orange qui n'a pas de manager. Donc, à notre niveau d'équipe, on essaye d'appliquer ces principes d'équipe dans l'entreprise libérée. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues? Moi, Michel, j'aurais un commentaire plus qu'une question. J'ai noté que tu as dit privilégier la vision à long terme par rapport aux objectifs financiers à court terme. Je pense que c'était très bien en 1945, mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? J'ai un doute. Est-ce que... Alors, je peux juste... C'est louable, pardon, excuse-moi, je précise. On est tous d'accord, c'est louable de privilégier les objectifs à long terme par rapport aux objectifs financiers à court terme. Mais malheureusement, notre mode de fonctionnement aujourd'hui, pour ne pas dire autre chose, ne se prête pas vraiment, quoi. Non? Ou bien j'ai pas bien compris? Je ne sais pas si c'est le mode de fonctionnement en général. Moi, je préfère en fait aujourd'hui présenter les choses en disant il faut que les rentrées d'argent court terme nous permettent d'investir sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il va toujours en fait falloir une rentrée d'argent pour continuer à fonctionner. D'accord? Donc ça, bah oui, il y a peut-être des actions qu'il faut faire à court terme pour avoir ça, mais l'objectif de ça, ne pas perdre de vue l'objectif final qui est d'investir sur une vision long terme. Okay. C'est la manière dont je le comprends dans un contexte. On peut le prendre comme ça, c'est bien, c'est positif. Essayer. Après, je disais, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui est difficile à appliquer aujourd'hui. Bonjour, j'ai juste un petit problème. Je vous ai envoyé des questions, mais j'ai dû mal utiliser. J'ai utilisé le même bouton ID et visiblement, ça n'allait pas sur le bon tableau. D'accord, elles sont apparues en haut. C'est pas grave. Peut-on faire du lean management par intuition? Alors, je pense que c'est comme tout. Il y a beaucoup de choses que je présente dans le lean management où on se dit, bah oui, mais c'est du bon sens. Et pour ça, je fais un petit peu le parallèle avec, j'ai donné pendant plusieurs années des cours d'ergonomie des interfaces web auxquels j'expliquais aux étudiants que ben voilà, sur une interface, il fallait rassembler les éléments qui allaient ensemble, il ne fallait pas faire de menus trop longs, fallait pas... Et à chaque fois, en fait, il y avait toujours quelqu'un pour me dire, mais ça, on peut le faire de manière intuitive. Finalement, ce que tu nous racontes là, c'est du bon sens. Et moi, j'ai envie de dire, regardez en fait le nombre de sites sur Internet que vous trouvez difficiles à utiliser. Et est-ce que c'est vraiment qu'une question de bon sens? Donc, je pense qu'il y a, il y a un certain nombre de principes derrière ces méthodes-là qui sont effectivement du bon sens, mais après, dans le quotidien de l'entreprise, on a tendance à se laisser
embarqués par les urgences, à les perdre de vue. Et pour ça, et pour nous aider à les garder en vue, il nous faut des méthodes et des outils. Et les méthodes et les outils, on ne peut pas en fait les deviner par intuition. On peut c'est plus facile en fait de les connaître et de les adapter ensuite à notre contexte. Donc, je voudrais juste dire, j'ai posé cette question-là parce que je suis vraiment pas un as du rangement, hein, c'est un peu le bazar. Et pourtant, là, dans le webinaire, j'ai 2 écrans. Est-ce que c'est le hasard, etc. Ça me permet de faire des copies d'écran, d'imprimer tout de suite, de noter des choses sur les choses que j'imprime. Finalement, je me rends compte que j'ai organisé mon espace de travail de façon super efficace et pourtant, c'est un peu le bazar. Donc effectivement, mais c'est pas parce que c'est pas parce que vous n'avez pas une étiquette fine que ça vous empêche de vous organiser de manière efficace. Enfin, il n'y a pas de certification en ligne, ça y est, vous êtes certifié, donc vous êtes organisé de manière efficace. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, il y a sûrement des principes dans tout ce que j'ai cité que vous utilisez déjà. D'ailleurs, en général, en accompagnement, on commence par ça avec les équipes, c'est de faire une sorte d'autodiagnostic et on se rend compte qu'il y a déjà des forces à chaque fois. Et une partie de l'accompagnement, c'est de travailler sur les points d'amélioration, mais c'est aussi de consolider les forces et pour ne pas les perdre en cours de route et les renforcer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de faire une petite pause. J'ai été un petit peu plus longue que ce que je pensais sur la première partie. J'ai essayé d'aller un tout petit peu plus vite sur le management visuel. On en a déjà un tout petit peu parlé. Donc, une petite pause jusqu'à 15h10, le temps de se lever un petit coup, aller chercher un café et on enchaîne avec le management visuel. OK. Merci beaucoup. À tout de suite. Marche, merci. Tout de suite, merci beaucoup Elodie. Juste, moi je me suis trompé, j'ai envoyé mes post-it au mauvais endroit. Je ne voudrais pas refaire la même erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? En fait, ils apparaissent sur le board à l'endroit où tu es au moment où tu cliques sur le bouton ID. Oui. Mais rien n'empêche ensuite de les redéplacer. Ah, ou alors, si vous voulez qu'il apparaisse directement au bon endroit, mettez-vous bien en face de là où vous voulez qu'il apparaisse avant d'appuyer sur le bouton ID. d'accord, ok, merci. Pas de souci. Donc, ça y est, j'ai relancé l'enregistrement. Donc, on va pouvoir continuer avec la deuxième partie sur le management visuel. Comme je disais à l'instant à Sophie, cette partie-là va être un petit peu plus rapide parce qu'en fait, en vous parlant de Lean, j'ai finalement parlé d'un certain nombre de choses dont j'avais prévu ce que j'avais prévu sur le management visuel.
Donc, je vais vous présenter en fait deux types de management visuel. Parce que le management visuel, c'est assez large. Et on peut distinguer deux types de management visuel. Donc, le premier, c'est un management visuel persistant. L'idée, ça va être d'afficher l'information, de la partager dans un objectif de transparence. Donc, c'est tout ce qui est les boards Kanban typiquement que j'ai pu voir vous avez pu voir sur les images précédentes. Donc l'objectif de tout ce qui est affichage comme ça permanent, c'est de partager l'information, c'est de susciter la communication parce que c'est quand les équipes voient ces indicateurs ou ces bornes en permanence, c'est là que ça va permettre aux gens de réagir. C'est difficile de réagir sur quelque chose qu'on ne voit pas. Ça va permettre de suivre des activités, des actions. Ça va permettre de mettre en évidence aussi des problèmes, en toute transparence, forcément, typiquement sur un board Kanban. En général, quand les équipes que j'accompagne initialisent leur premier Kanban et que je leur demande de le remplir avec ce qu'ils ont en cours, des fois, il y a des surprises. Par exemple, il va y avoir une colonne où mais il y a 30 cartes là. Bah oui, ça met en évidence un problème. Et du coup, à partir du moment où on a mis en évidence ces problèmes, bah, ça permet de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Ça permet d'aider à prendre la décision. Donc tout ça, en fait, ça va améliorer notre amélioration continue. Donc c'est un des outils du Lean. C'est aussi un des outils des entreprises libérées, c'est un des outils de l'agilité. Voilà, le Lean n'a pas l'exclusivité du management visuel, mais en tout cas, c'est très utile dans une démarche de Lean. Donc, j'aime bien en fait présenter les choses par rapport à l'amélioration qu'on souhaite, parce que finalement, tous ces processus-là, l'objectif, c'est bien qu'on travaille dans les meilleures conditions possibles, de la manière la plus efficace possible. Et on va chercher à améliorer ces processus. Donc, je ne peux améliorer que ce que je peux mesurer. Je ne peux mesurer que ce que je peux comprendre, et je peux comprendre que ce que je peux décrire et partager. Donc là, la boucle est bouclée. Si je ne peux pas en fait décrire quelque chose, le partager et le partager, j'aurais du mal à le comprendre. En tout cas, même si moi je le comprends individuellement, j'aurais du mal à partager ma compréhension avec une équipe, une entreprise, etc. Et donc du coup, j'aurais du mal à m'améliorer dessus. Donc, tout ce qui est management visuel persistant, un exemple, les tableaux Kanban. Donc là, j'ai retrouvé en fait la photo du Kanban de Toyota, des Kanban plus sur post-it, il y a des outils en ligne aussi pour faire du Kanban. Donc là, la copie d'écran, c'est un outil qui s'appelle Linkit, mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire du Kanban en ligne. Et le Kanban vraiment minimum minimaliste, c'est le To Do, Doing, Done, qui permet de faire un suivi d'action. Ça, c'est un exemple de management visuel persistant. Un autre exemple, c'est le concept qu'on appelle d'Obeya Room, donc, ou War Room, ou salle Obeya. L'idée, c'est d'avoir une pièce. Bon, là, c'est plutôt, du coup, quand on peut travailler physiquement sur le même site. C'est une pièce où on a tout le management visuel d'un projet ou d'une équipe, avec un mur, par exemple, dédié aux objectifs, aux attendus, un mur dédié au plan d'action, un mur dédié à la résolution de problèmes, un espace pour montrer un prototype, vidéo projeté, etc. C'est la salle du projet. Ce n'est pas une salle, en fait, dans laquelle il y a des bureaux fixes. Ce n'est pas une salle de travail pour les individus, c'est une salle où on va se réunir pour se synchroniser ou pour travailler sur une résolution de problème, par exemple, et on va avoir tout sous les yeux. Donc ça, c'est le concept d'Obeya Room. Il y a des outils qui permettent Obeya en ligne, donc un peu une Obeya Room virtuelle, mais je ne pourrais pas vous faire de retour d'usage là-dessus parce que personnellement, je ne les ai pas utilisés. Je sais juste en fait qu'ils existent. Et un autre exemple encore de management persistant d'un autre type, c'est tout ce qu'on appelle les Canva. Donc, vous connaissez peut-être, le plus connu, c'est le BMC, Business Model Canva. Donc, le principe d'un Canva, c'est de manière synthétique, suffisamment synthétique pour pouvoir tenir sur un A3, un poster que je vais pouvoir mettre au mur. Je vais essayer de modéliser quelque chose.
Donc, le business model Canva, ça va me permettre de modéliser un business. Donc, je vais mettre quelle est ma proposition de valeur, quels sont mes segments de clients, mes partenaires, mes coûts, mes revenus, etc. Ça, ça modélise un business. L'objectif de ça, pourquoi est-ce qu'on le fait sous cette forme de Canva? C'est bien pour que ça soit facilement, suffisamment synthétique et visuel pour pouvoir être affiché, pour pouvoir être partagé. C'est une forme de management visuel. Il y a d'autres types de Canva qui existent. Dans la méthode Lean Startup, on a ce qu'on appelle des Lean Canva. Alors, c'est une variante du business model Canva. Ça permet aussi de modéliser un business, mais les cases sont légèrement sans changer. Il y a une méthode qui s'appelle Lean Change Management, où le but, ce n'est pas de faire un produit, mais de gérer une transformation. Et là aussi, on réutilise les Canva pour modéliser une transformation. Et personnellement, j'ai mis un exemple, je mets custom, c'est que j'ai développé à titre sur les accompagnements avec les équipes, que j'ai appelé le Team Canva, où ça va permettre de modéliser la vision d'une équipe, quels sont leurs clients, les boucles de feedback, leurs process sur lesquels ils sont mis d'accord, les rôles. Donc, pour modéliser le mode de fonctionnement et l'objectif d'une équipe sur un format à peu près similaire. L'objectif étant toujours de pouvoir l'afficher en grand, dans un lieu de passage, accessible à tous. Et d'avoir toujours en fait ça sous les yeux, parce que c'est ce sur quoi c'est ce qui va, j'allais dire driver, c'est ce qui va diriger en fait notre activité. Donc ça, c'était des exemples de management visuel persistant. Après, à côté de ça, il y a la facilitation graphique temps réel. Ça, c'est une autre forme finalement de management visuel. L'objectif, c'est, par exemple, dans l'animation d'une réunion, vous avez une discussion qui a lieu et il y a une personne qui écoute cette discussion et va la synthétiser sur un board. Ça permet, en fait, c'est un management visuel dans le sens où, par le biais du visuel, on utilise le visuel pour structurer la discussion, pour faire en sorte d'être sûr de bien traiter tous les items, pour aligner les participants sur la même vision du déroulé de la conversation. Là, il y a plein d'exemples en fait de facilitation graphique temps réel, notamment dans les discussions de rétrospective, quand on cherche en fait à identifier quels ont été nos points forts, nos points faibles, comment s'améliorer, sur tout ce qui est résolution de problèmes. Mais d'une manière générale, rien que lors d'une réunion, afficher le déroulé de la réunion et au fur et à mesure les points principaux qui sont notés. Si ce n'est pas un compte-rendu que quelqu'un fait tout seul dans son coin, mais quelque chose qui est graphique, qui est affiché en temps réel, c'est du management visuel. C'est aussi tout ce qui est schéma graphique qu'on peut utiliser lors des formations. Là, j'ai mis une photo en fait d'un paperboard que j'ai fait en live sur une formation Scrum, par exemple, une flèche que j'utilise régulièrement en formation pour collecter un peu le niveau des participants au début et à la fin. Donc, tout ça, en fait, c'est pas persistant. C'est vraiment fait sur le moment, pour le moment, mais ça sollicite en fait le visuel. Le fait que ce soit fait à la main, que le graphique, ça a plus d'impact en fait que tout simplement montrer un schéma sur une slide. Donc ça c'est différentes formes. Et il y a un cas un peu particulier sur le management visuel temps réel, qui est le cas du scribing. Alors, le cas du scribing, je dis qu'il est particulier parce qu'il n'a pas de boucle de feedback. Le scribing, c'est une personne qui, lors d'une conférence, par exemple, va faire un joli poster et qui va essayer de saisir en temps réel et en dessin, de manière graphique, le propos de la conférence. Donc, ça donne des résultats, en fait, qui sont toujours assez sympas. Ça ne vient pas alimenter la conversation. Ce n'est pas quelque chose qui va aider le conférencier à structurer son propos. C'est pas la personne qui fait le scribing n'interagit pas avec la personne qui fait la formation. J'ai fait personnellement une formation scribing. On s'entraînait par exemple sur des conférences TED courtes, TEDx courtes, parce que c'est pas grave que ce soit enregistré en fait.
n'y a pas d'interaction avec la personne qui fait la conférence. Donc ça, c'est une forme un peu particulière, mais je trouve qu'elle est intéressante à présenter quand même parce que, après coup, ce support de scribing, moi, j'en ai vu régulièrement affiché sur les murs des couloirs d'Orange. Par exemple, si une fois, il y avait eu un séminaire avec des directeurs de département et j'ai un collègue qui avait fait un scribing, on l'a laissé afficher un certain temps. Ça permet ça reste un outil de management visuel, un petit peu comme ça, pour transmettre un propos, permettre a posteriori de réagir dessus, etc. Donc, ça, c'est sur les différentes formes en fait, de management visuel. Je vous ai mis ensuite sur les slides, et j'ai quasiment terminé, quelques exemples d'outils en ligne. Alors, le plus basique, et là, on ne fait pas du tout appel à des compétences de dessin, hein, c'est tout ce qui est saisie de texte collaboratif en temps réel. Rien que d'afficher quelque chose comme ça sur une réunion, de le partager en temps réel, que tout le monde puisse le modifier, ça sollicite le visuel. J'ai un support visuel à une discussion. Donc, je fais, c'est le niveau 0, on va dire, de management visuel sur une discussion. J'ai le même outil avec un tableur, donc c'est le même principe. Hein, c'est sur une page web et tout le monde peut le modifier. Là, je suis sur des implémentations Framasoft, donc c'est du logiciel libre. Sur tout ce qui est board Kanban pour suivre des cartes, on va dire que le plus connu aussi, qui est un petit peu, en fait, qui lead un peu le marché, c'est Trello. J'ai appris aujourd'hui qu'il devrait passer sur licence payante à partir de juin, donc ça va beaucoup nous embêter. Mais bon, c'est un outil assez très complet qui permet d'avoir des listes et des cartes dans ces listes qu'on peut déplacer en drag and drop. Donc, très, très utile pour faire du suivi style Kanban, on va dire. La version gratuite de Trello, c'est Wecan. Alors, par contre, il faut l'installer sur un serveur. C'est de l'open source qu'on peut installer chez soi pour avoir par exemple, chez Orange, on a une instance interne de Wecan. Donc, sinon, après, c'est le même principe que Trello. Sans installation, en gratuit, avec quelques limitations, moi, j'utilise Fun Retro aussi parce qu'il est basique, simple et on n'a pas besoin de créer de compte en fait pour contribuer à un board. Ça, c'est des exemples à chaque fois que j'ai besoin d'avoir des cartes dans des colonnes. Si j'ai besoin de quelque chose de plus libre, si, il y avait Taiga aussi. Mais Taiga est beaucoup plus dédié au projet de développement logiciel. C'est un peu spécifique, même si ça fait des colonnes de base aussi. Après, la configuration est plus orientée développement logiciel. Vous avez testé Klaxoon, du coup, en début de réunion. Donc là, on est sur un format beaucoup plus libre, tableau blanc. Je peux mettre des post-it où je veux. Je peux même faire des dessins. Un concurrent de Klaxoon, c'est Miro. C'est pas les mêmes pricing, c'est pas les mêmes limitations. Je trouve que Miro a rendu plus pro, mais typiquement, j'aurais pas pu créer un board et vous demander d'interagir avec sans que vous ayez créé de compte. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et plus orienté, on va de plus en plus vers le tableau board, le tableau blanc dessin partagé avec Limnou, qui est une solution intéressante aussi, mais beaucoup plus d'outils de dessin. Et whiteboard, là pour le coup, ce n'est que du dessin. Pur tableau blanc partagé, comme si j'avais un tableau blanc Velleda avec des feutres. Et le tout dernier que je voulais vous présenter, donc, qui est un peu spécifique aussi, permet de faire des mind maps, donc ce type de schéma en collaboratif. Il y en a plein d'autres. C'est absolument impossible de tous les citer. J'ai simplement mis ceux que j'avais le plus utilisés. Juste pour conclure, je vais zapper un petit peu. Sinon, sur les basiques pour commencer, je dirais que si vous voulez faire un suivi d'activité sur un périmètre limité, To Do, Doing, Done, ça permet déjà de voir des choses. Si vous voulez partager en management visuel des KPI, des indicateurs, essayez de vous limiter à 5 maximum. 1 à 5, c'est déjà pas mal.
Et pour l'animation de réunion, rien que d'avoir un affichage permanent avec l'objectif, le déroulé ou des partages notes en temps réel, c'est déjà bien. Voilà, désolée Sophie, c'était un petit peu plus long que ce que je voulais par rapport à laisser de la place sur la conclusion et sur les questions. On est dans les temps, il reste 4 minutes pour les questions individuelles. Merci Elodie. Je ne sais pas, je ne vois pas sur le chat des questions. Est-ce que vous avez été nourri par tout ça? Est-ce qu'il faut maintenant digérer? Essayer d'aller appliquer concrètement? Est-ce qu'on peut récupérer les supports? Oui, bien sûr. Super. Je vais les envoyer à Sophie. Je ne sais pas trop comment est-ce que tu as l'habitude de les publier, mais oui. On va vous renvoyer à tous un petit mail avec les supports et je pense on va partager ce webinaire en replay. Très bien. Des supports, parce qu'en effet, toutes les références des outils. Ouais, c'est ça. C'était par rapport à ça. Oui. J'imagine bien. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de boucler ici. Je voulais juste mentionner côté Anticipa les prochains webinaires qui seront en fait dédiés, qui sont organisés dans le cadre du Summit for Good qui démarre au mois de juin. Et donc avec des séances de webinaires les 17, 23 et 25 juin. Voilà, je vous invite à découvrir cette initiative. Donc, un événement qui devait se tenir en live et qu'on est en train de réorganiser à distance avec notamment des interventions sur tous des projets et des réflexions sur la Tech for Good, des projets, des idées de techno innovantes qui pourraient avoir donc un impact positif sur la société, l'environnement. Voilà, donc ça, 17, 23 et 25 juin, et avec, si possible, une restitution et des moments de rencontre au mois d'octobre à Pérouse. Elodie, je te laisse le mot de la fin. Je voulais vous remercier pour votre attention. J'ai quelques commentaires sur le chat, comme quoi ça avait l'air ça vous avait intéressé. Donc, je suis vraiment ravie en fait si ça vous a plu. Et comme je disais Sophie, tout sera publié, les supports, l'enregistrement. Et comme j'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour avoir de votre feedback en fin de session, si ça vous dérange pas, j'aimerais peut-être avec l'aide de Sophie pour avoir vos adresses mail, mais vous envoyer juste un petit mini sondage, vous savez, avec là où il y a 5 étoiles et on met et peut-être des suggestions en fait de pistes d'amélioration si je suis amenée en fait à refaire ce type de session peut-être sur d'autres sujets. Ça marche, on va mettre ça en place et le dit, c'est toujours une bonne pratique. On a besoin de vos feedbacks, savoir ce qui était bien et puis ce qui peut être encore mieux la prochaine fois. C'est ça, il ne faut pas hésiter à suggérer. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci à tous, bon après-midi. Un grand merci à Elodie, un grand merci à Anticipa. Merci Anticipa.